Et la main. Première question de Yasmine qui était pour Giuseppe. Euh, Yasmine, donc, qui est enseignante-chercheuse aussi à l'ESPI, vous demande comment expliquez-vous l'augmentation systématique de la significativité et des coefficients associés à certaines variables explicatives du modèle entre le 30 mars et les deux dates ultérieures? Alors, vous m'entendez? Oui. L'augmentation des coefficients est due au fait que la variable y est cumulée d'une période à l'autre. Donc, c'est quelque chose de mathématique qui sort de l'estimation des coefficients. Parce que les variables x, les variables explicatives, elles restent constantes pendant la période parce qu'elles sont calculées périodiquement. Donc, on a pris la dernière année disponible en ce qui concerne les variables explicatives. La variable expliquée, elle diffère d'une période à l'autre. Donc, c'est normal que le coefficient augmente. Mais cela ne veut pas dire que l'effet est plus fort d'une période à l'autre. On regarde seulement le signe et la significativité de la variable. D'accord, merci pour votre réponse. Nous avons une autre question de Carmen Canto-Arias, destination de Lucie Landivino. Donc Carmen vous demande si vous avez considéré d'autres enjeux environnementaux comme l'exposition aux polluants, les risques industriels, mais aussi l'accès aux espaces verts et aux aménités du territoire dans vos profils. Si vous avez combiné ce type d'indicateurs pour compléter vos profils. Merci de la question. Effectivement, ce serait intéressant. Comme je vous ai dit, ces profils ont certainement qualité à être complétés par d'autres indicateurs. Les indicateurs environnementaux n'ont pas fait partie de l'analyse pour plusieurs raisons. La première, c'est que on était vraiment sur une vision plus sanitaire. Et tous les ORS n'ont pas ce réflexe environnemental systématique. Et l'autre, c'est la disponibilité immédiate, je dirais, au moment où on l'a fait. Les profils ont été réalisés, les 1250 profils ont été réalisés en 3 semaines. Donc, il y avait aussi cette disponibilité immédiate dans l'ensemble des territoires de disposer d'indicateurs qui soient identiques. Et donc, ce n'est pas si simple que ça au niveau environnemental, d'être sur la même base d'indicateurs en fonction des régions. On le voit très bien à travers le plan régional santé-environnement auquel on participe activement. On est en train de réfléchir justement à la création d'un observatoire santé-environnement où il y aurait à la fois des indicateurs santé et à la fois des indicateurs environnementaux. Et la constitution de cette base au niveau environnemental est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il faut avoir les bonnes échelles, les bons indicateurs, et en environnemental, c'est pas si intuitif que ça. Mais pourquoi pas les compléter quand on aura les indicateurs à l'échelle nationale. Il y a une réflexion nationale d'ailleurs dans le cadre du plan national santé-environnement pour justement une certaine harmonisation des indicateurs. Merci Lucie pour votre réponse. Moi j'ai une autre question aussi par rapport à vos travaux. Moi, je voudrais savoir qui est à l'origine de la création de ces profils. Est-ce que c'est une proposition de la Fédération nationale des ORS, ouais, ou est-ce que c'est une demande de l'État, de certaines... Alors, effectivement, la fédération travaille de façon privilégiée, conjointe avec le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé sollicite assez régulièrement la FNORS pour des travaux ad hoc. Et donc, il y a des échanges qui se font et des discussions qui se font. Et voilà, ça a été lors d'échanges par rapport à cette gestion de crise où, du coup, il a été proposé de faire
ces profils et le ministère a effectivement trouvé ça très intéressant. Donc c'est parce qu'on a des échanges réguliers où on propose des réflexions, je dirais, sur des besoins. Nous, on travaille aussi beaucoup comme ça à l'échelle régionale avec l'Agence régionale de santé. En fonction de leurs propres besoins, on s'adapte et on leur propose des solutions. Et donc voilà, ça a été fait un petit peu dans ce but-là. Et au final, du coup, est-ce que les EPCI s'approprient concrètement aux outils? Est-ce qu'il y a des différences entre certains EPCI et communautés qui utilisent vos profils, d'autres moins? On a essayé de diffuser largement l'information à travers nos réseaux, de faire savoir que ça existait. Malheureusement, on n'a pas de retour. On ne sait pas effectivement si les EPCI les ont utilisés ou pas. On n'a pas réussi à avoir ça. Il faudrait qu'on fasse, et donc c'est certainement en prévision, une sorte d'enquête en ligne leur demandant si ces profils ont été utilisés ou pas. Moi, je connais à travers mon réseau des personnes qui l'ont proposé, qui l'ont utilisé, etc. Mais ça reste difficile d'appréhender effectivement quelle aura été l'utilisation de ceux qui l'ont utilisé. En général, il y a eu des retours très intéressants. Ok, merci Lucie. Une question de Mounir pour Brice et Myriam. Alors, qui fait d'abord une remarque: il faut faire attention à l'utilisation du mot causalité. On parle à ce stade de recherche sur la crise sanitaire d'association, non d'effet causal. Je souhaiterais savoir si les auteurs ont discuté des indicateurs. D'autant plus, on combine des données sur des phases différentes de l'épidémie. L'indicateur le plus robuste selon l'INSEE est le taux de surmortalité. Est-ce que vos résultats sont robustes à l'utilisation de cet indicateur? Alors, si je peux répondre, pour le moment, on n'a pas testé avec cet indicateur de surmortalité. D'accord, on a vraiment, en fait, le but, c'était de dire, comme l'a un peu indiqué M. Arcuri, le problème avec les chiffres, c'est que si on prend à plusieurs dates, au fur et à mesure des dates qu'on prend, on va avoir une augmentation, par exemple, du taux de mortalité, du taux d'incidence, et donc ça va jouer. C'est pour ça que les coefficients sont un peu plus élevés. Nous, on a décidé de prendre la dernière date, c'était, je crois, début février, qu'on a pris les données, où on regarde justement juste sur la période totale de l'épidémie, le taux de mortalité lié à l'épidémie. D'accord, uniquement le nombre de morts liés à l'épidémie, c'est pas la mortalité totale, bien évidemment. C'est uniquement le nombre de morts qui est lié à l'épidémie qu'on observe. Mais ça pourrait être intéressant de regarder, de reprendre cet indicateur et de le refaire tourner dans les modèles pour voir si on observe les mêmes résultats. C'est une piste de recherche pour la suite, vu qu'on n'est qu'au début des recherches, bien évidemment. Mais c'est une piste de recherche, à mon avis, qui peut être intéressante, justement, pour voir si le modèle est bien robuste. Absolument, si je peux juste rebondir très rapidement. Donc, dans la littérature, effectivement, ils n'utilisent pas le taux de surmortalité parce qu'ils avaient estimé qu'ils avaient lancé déjà des modèles et le taux de surmortalité n'était pas significatif dans l'ensemble des modèles qui intègrent la variable de pollution. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pour ça qu'on a plutôt préféré regarder le taux d'incidence et le taux de mortalité. Et juste par rapport aux tests, oui, les tests sont robustes. On utilise, voilà, comme ce que vous avez utilisé, je pense, Giuseppe, des tests, voilà, par rapport au modèle SAR, SEM et SARAR et SDM, pardon, des tests qui sont très robustes. Et après, on va affiner un petit peu tout ça. On va pousser un peu plus à la réflexion, surtout au niveau de l'interprétation. Mais voilà, par rapport au taux de surmortalité, on devrait oui, peut-être utiliser ça, Brice, pour voir si ça match ou pas, justement, pour le cas de la France. Mais en tout cas, à l'échelle européenne, ça n'a pas marché le taux de surmortalité. Juste pour rebondir, on parlait des données. C'est vrai que nous, on aimerait bien descendre je pense que tout le monde ici aimerait bien descendre à un échelon plus fin, surtout sur l'environnement ou même le PCI, la commune. Après, c'est vrai qu'en termes de pollution, par exemple, les données à la commune, c'est déjà bien plus compliqué de les avoir. Et ensuite, pour les modèles qu'on utilise, les matrices de 36 000 x 36 000, je pense que ça passe beaucoup moins bien dans les ordinateurs. Mais on aimerait bien descendre un peu plus bas, mais c'est un peu compliqué. Oui, mais surtout pour la disponibilité des variables explicatives, hein, parce qu'au niveau communal, on peut avoir quelques variables, mais après, c'est vraiment compliqué.
Au niveau du NOUT 3 du département, c'est vrai qu'il y a une base de données accessible sur les sites de l'INSEE plus large. Donc, on peut avoir facilement plus de variables explicatives. Mais je pense que vous pouvez, en ce qui concerne le taux de surmortalité, vous pouvez le trouver facilement sur le site de l'INSEE. Nous, on a une étude parallèle sur la France aussi. On l'a calculé comme l'augmentation de décès par rapport à la moyenne des années précédentes, ce qui s'est fait normalement dans la littérature. Et il y a de plus en plus d'études qui préfèrent utiliser le taux de surmortalité. Parce qu'il y a beaucoup de décès qui n'ont pas été comptabilisés comme décès Covid, surtout pendant la première vague, où la politique de dépistage le système de dépistage n'était pas très efficace. Absolument. Ouais, on devrait prendre en compte ça. Brice, le micro. Oui, non, j'ai dit ça enlèverait un peu le biais qu'il y a dans ces données-là. Si on a vraiment, si on prend en considération ce que vous venez de dire, ça enlèverait un peu le biais qu'il peut y avoir dans ces types de mesures. Ah bon, après. C'est un biais, oui. Dans votre étude, je pense que le biais, ça pourrait affecter surtout les taux d'incidence. Les taux de mortalité, un peu moins, le taux de décès. Mais les taux d'incidence, peut-être, dans les cas de régions qui ne font pas un système de dépistage très efficace, ça peut biaiser un peu votre indicateur, peut-être. Après, le fait, il y a toujours cette partie-là, bon là, ça va être difficile à prendre en considération. C'est pour ça que ce taux d'incidence, le fait déjà de le rapporter sur les 100 000 habitants, ça correspond un peu mieux. Déjà, ça enlève tous ces biais de nombre de tests que vous mettez en place sur le département. Mais c'est sûr que si on prend en considération cette variable-là, à mon avis, il y a des départements qui sont bien plus au point niveau nombre de tests. Donc, vous arrivez plus facilement à déceler les contaminés que des départements où il n'y a pas forcément grand monde, voilà, en caricature, hein, mais où il n'y a pas forcément grand monde et où le niveau de dépistage est peut-être un peu moins développé. Ça, c'est difficile quand même à prendre en considération. Ça, c'est vrai. Lucie ? Oui, je voulais juste rebondir sur la question des indicateurs et de l'échelle. Il faut savoir que plus vous allez finement, plus les indicateurs sont complexes à avoir parce qu'il y a une certaine éthique, surtout des indicateurs sanitaires, à les présenter. Et donc, vous ne pouvez pas avoir des données qui concernent un trop faible effectif. Donc, vous ne pourrez pas, sur des données de mortalité à la commune, ça peut devenir très compliqué. À moins d'être sur des très grandes communes de plus de 10 000 habitants, sinon, effectivement, c'est très compliqué. Donc, plus vous essayez d'aller finement dans l'analyse et plus vous allez avoir de données non diffusables et donc pas de données, quoi, en fait. Et on va à chaque fois focaliser sur les mêmes pôles urbains qui sont très gros. Voilà, c'est une des limites au niveau des indicateurs sanitaires et particulièrement quand c'est une mortalité liée à une cause. Ok, alors Brice, Myriam, en un mot, répondez à la dernière question de Mounir. Est-ce que vous avez conscience que la pollution sous-entend une activité importante dans le département? Est-ce que vous êtes sûr de bien contrôler cette dimension? Je pense qu'on peut la contrôler avec la variable de nombre d'emplois par établissement. Je ne sais pas, ça peut être un proxy. Il faut creuser dans ce sens-là, mais je pense que ça peut être un proxy justement de cela. En un mot, un peu plus d'un mot. Ouais, très bien, c'est très bien. Juste une chose, est-ce que vous avez les GDP Non. Non, on a pris parce que alors au niveau département, on a les niveaux de revenus médians, mais nous, vu que c'est très corrélé à la part des cadres et des professions intellectuelles, on a choisi plutôt la part des cadres et des professions intellectuelles supérieures, qui est à peu près la même chose. Ok, bah merci à tous. Merci pour ces 3 présentations Merci à vous. très riches. Merci. Merci. On va quand même prendre 5 minutes de pause entre les 2 sessions. Voilà, le temps de se faire un petit café. Et je vous propose de reprendre à 11h pour pas prendre trop de retard et qu'on puisse quand même avoir une pause déjeuner pendant laquelle on puisse échanger directement entre nous. Donc voilà, on peut se retrouver à 11h pour la 2e session. Voilà, à tout à l'heure.